Cathy Rouverol, Josette Garcia, Louise Caron, Julien Bernard, Jean-Paul Pascal, tous auront aujourd'hui voix au chapitre. Et nous terminerons avec Louise Caron pour Îlot d'errance, paru chez Mon Petit Éditeur. Alors, un nouveau livre de Louise Caron, c'est toujours pour moi, et je ne suis pas le seul, une véritable gourmandise. Et une fois de plus, je n'ai pas été déçu. Bonjour Louise. Bonjour Jean-Paul, merci. Après Se départir et Chronique des jours de cendre, Louise nous revient avec un recueil de nouvelles, Îlot d'errance. Le bonheur est une sorte d'archipel composé d'instants heureux, et entre ces îlots, il y a l'errance et la solitude. Là, vous mettez cette citation de Patrice Lepage en exergue de votre livre, et je trouve qu'elle résume particulièrement bien votre propos, mais est-ce qu'elle n'est pas quand même exagérément pessimiste ? Peut-être qu'elle est pessimiste. En tout cas, pour moi, ce qui m'intéressait dans ces nouvelles, c'était d'explorer la propension qu'ont les humains à pas forcément choisir la bonne voie. Et lorsque deux alternatives vont se présenter à eux, eh bien, de choisir plutôt la déraisonnable que la raisonnable, et en fait, de se laisser entraîner vers l'errance, quelquefois. C'est le cas des trois personnages qui traversent ces trois nouvelles. Voilà, c'est pas du pessimisme, c'est simplement un constat. Alors, des lecteurs m'ont fait des retours en disant mais c'est normal parce que finalement, pourquoi choisirait-on toujours la normalité et la raison ? Chez l'être humain, il y a cette espèce de grain de folie qui fait qu'on a quelquefois envie d'explorer des voies qui ne sont pas les voies justement de la vie normale, de la raison, etc. Et puis il y a les hasards. Oui, et puis c'est ce qui fait la beauté, la diversité de la vie aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, dans ce recueil de nouvelles, au niveau de la diversité, j'ai choisi de faire une narration au jeu pour la première, donc à la première personne, en incarnant le personnage. Dans la deuxième, c'est une narration au tu. C'est du vocatif, c'est-à-dire que le personnage parle à quelqu'un, comme dans un dialogue théâtral, sauf que son interlocuteur ne lui répond pas. Je ne vais pas vous dire pourquoi il ne lui répond pas, mais voilà. Et dans la troisième nouvelle, c'est une narration classique, donc avec un narrateur omniscient qui parle de l'ensemble des personnages de la nouvelle. Oui, dans le troisième, voilà, l'autre personnage du couple est beaucoup plus présent que dans les deux premières. Tout à fait. Ouais. Alors, Îlot d'errance, donc, ce sont trois nouvelles, ce sont de longues nouvelles quand même, en particulier la troisième. Margot Bruder, Étienne Ferrari, Germain Poliakoff. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de titrer avec le nom du personnage central, qui est une pratique assez inhabituelle ? Parce que c'est ce personnage central qui est sur le fil pendant toute la nouvelle et que l'on va suivre dans le basculement de sa vie. Donc pour moi, le nom du personnage incarnait la réalité de ce qu'il allait vivre. C'est lui qui est vraiment sur le fil. Alors, au travers de ces trois tranches de vie, là, ces textes nous parlent, entre autres, mais plus particulièrement quand même, du rapport que nous entretenons avec le temps, le temps de notre vie, le temps de nos souvenirs, mais aussi de ce que nous choisissons d'oublier. Est-ce que ce sont des interrogations qui vous viennent en avançant en âge ? Probablement que l'âge y est pour quelque chose. Mais je me suis toujours intéressée en fait au travers, que ce soit de mes pièces de théâtre ou au travers de mes romans, à ce phénomène de mémoire. Déjà dans Se départir, il y avait cette interrogation. C'est très récurrent. Ouais. Et peut-être aussi que ça me vient de ma vie antérieure, puisque en fait j'ai travaillé en tant que chercheur et j'ai fait de la neurobiologie. Et la mémoire est quelque chose qui interpelle pas mal au niveau recherche, avec la perte de cette capacité. Aujourd'hui, par exemple, avec la prépondérance de la maladie d'Alzheimer dans la population, y compris dans la population plus jeune. Ouais.
Voilà, et on sait que j'allais dire la mémoire, ce n'est pas seulement ce qu'on fait que le choix soit conscient. Si tant est que le choix soit conscient. Alors le choix n'est pas forcément conscient, mais c'est la seule voie qui permette de pouvoir se reconstruire après un traumatisme, c'est-à-dire de choisir l'oubli qui va permettre la résilience. Ouais. Mais c'est un oubli qui n'est jamais définitif. Les événements sont toujours là, prêts à bondir. Ils sont là, prêts à bondir. Et puis, quelquefois, c'est les hasards. En fait, je pense que dans la première nouvelle, Mario Bruder avait choisi de ne plus jamais envisager la vie qu'elle avait eue durant 4 ans lorsqu'elle était jeune et qu'elle participait à des groupes politiques extrêmement engagés. Elle a choisi de refaire sa vie autrement et soudain, un fantôme du passé apparaît. Ouais. Et ça va faire basculer sa vie parce qu'elle choisit de ne pas le chasser au lieu de lui dire, de lui fermer sa porte. Eh bien, elle choisit la mauvaise voie. Voilà, mais dans ce cas précis, donc l'oubli de ces 4 années passées dans un groupuscule d'extrême gauche à militer, à agir, etc., est-ce que cet oubli n'est pas aussi fait de regrets, hein, est-ce qu'elle ferme la porte sur ces événements, peut-être pour ne pas perturber sa petite vie tranquille, un peu bobo qu'elle mène maintenant, mais aussi, est-ce que ce n'est pas une façon de dire, hein, si je l'oublie, du coup, je n'ai pas de regrets de cette époque-là? Oui, c'est possible. En fait, je ne l'ai pas construit de cette façon-là. Je n'y avais pas pensé, mais c'est pour elle peut-être aussi une solution pour ne pas avoir de regrets. Mais je ne suis pas sûre qu'elle ait tellement de regrets. En fait, elle a des déceptions par rapport à ça. Des regrets, probablement pas. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Et puis la porte s'est fermée. Ouais. Mais en revanche, elle constate que le monde dans lequel elle évolue depuis que ces événements se sont passés, depuis 40 ans, que ce monde n'est pas celui qu'elle avait espéré lorsqu'elle était jeune. Donc en fait, c'est plus de la déception que du regret. L'incommunicabilité, je dirais vrai, est également au centre de ces nouvelles. Vos personnages sont tous, à des degrés divers, enfermés dans une bulle. Et ça, je trouve que c'est un peu votre marque de fabrique. On le retrouve plus ou moins dans vos romans précédents. Est-ce que ça aussi, c'est un sujet de questionnement pour vous, la communication ou l'absence de communication entre les êtres, hein? Ah oui, pour moi, c'est un questionnement permanent. En fait, ça traverse aussi mes pièces de théâtre. Le fait que les gens aujourd'hui communiquent de façon virtuelle, on n'a jamais eu autant d'amis que sur Facebook. Et pourtant, les gens n'ont jamais été aussi seuls. Pour moi, l'incommunicabilité, c'est quelque chose qui est un questionnement. Comment faire qu'on sache parler à l'autre, que ce soit surtout à ses proches, finalement. J'ai l'impression que c'est de plus en plus difficile d'aborder ses enfants, ses parents, et d'aller vers eux avec une ouverture et une sincérité. Il y a des choses qu'on ne se permet pas. On n'ose pas dire. Dans la dernière nouvelle, cet homme n'ose pas dire à sa femme qu'il a croisé une femme. Or, c'est anodin. En fait, c'est sans conséquence. Et pourtant, le fait qu'il le lui cache fait que les conséquences vont devenir terribles. Donc voilà, c'est ce questionnement, c'est vrai, traverse. Je ne vais pas appeler ça mon œuvre, ce serait prétentieux parce que c'est que quelques ouvrages, mais c'est un questionnement permanent. Oui. En même temps, est-ce que ça n'est pas aussi une question de limite? Est-ce que nous n'avons pas droit aussi à notre jardin secret dans lequel nous ne devons pas laisser pénétrer les autres, hein? Alors après, tout dépend où on place la barrière, hein. On peut avoir un très vaste jardin secret qui nous mange toute la vie, ou au contraire un tout petit bout de potager qui fait que les autres peuvent promener un peu partout, hein. Oh, je pense que le jardin secret, c'est défendable, bien sûr. On n'est pas obligé d'être une vitre transparente, ni pour son conjoint, ni pour ses enfants, ni pour ses amis. D'ailleurs, le jardin secret est quelque chose qu'il faut savoir cultiver. Cependant, lorsque le jardin secret apporte un poids
En fait, un poids sur la conscience, quelque chose que l'on porte non plus comme une joie, un bonheur, d'avoir cette petite parcelle à soi, mais au contraire qu'on porte ça comme une sorte de mensonge ou comme une culpabilité. Dans ces cas-là, le jardin secret devient pernicieux pour l'existence. Et c'est le cas de mes 3 personnages. Oui, tout à fait. On sent qu'il y a quand même quelque chose d'assez lourd là, dans ces... Voilà, ils n'osent pas. Ouais. Ils n'osent pas dire, ils n'ont jamais osé... aller vers une sorte de vérité qu'on peut dire au conjoint, puisque là, c'est des rapports de couple qu'on peut dire au conjoint. Dans la première, elle n'a jamais voulu avouer à son compagnon qu'elle avait milité dans des milieux d'extrême gauche. Dans la deuxième nouvelle, cet homme qui a perdu son travail, ce cadre, je ne vais pas pleurer sur son sort parce que lui-même avait pas mal licencié dans sa vie. Donc en fait, il ne fait que de se retrouver dans la situation dans laquelle il avait mis beaucoup de gens avant. Mais il n'ose pas dire à sa femme qu'il a perdu son travail et il fait semblant de continuer à travailler. Et dans la dernière nouvelle, cet homme, ce chercheur, n'ose pas dire qu'il a croisé une femme dans la rue et qu'en fait, elle l'a bouleversé. Alors, pour en revenir à la première des nouvelles, donc Margot Bruder, dont nous parlions il y a un instant, donc celle-ci, elle a tenté d'effacer une tranche de vie qui ressurgit brutalement, qui vient lui exploser à la figure. Hein. Est-ce que c'est incontournable, ça? Est-ce que le passé remonte toujours à la surface? Et est-ce qu'il est vain et peut-être même toxique de vouloir l'éradiquer totalement? Je ne sais pas. Je ne sais pas dans la vraie vie comment ça se passe. Disons que d'un point de vue romanesque, c'est un des fils qu'on peut tirer parce que ça nous amène à pouvoir justement confronter les non-dits, etc. En fait, pour moi, c'est un fil romanesque. Enfin, le roman, c'est la vie quand même. Le roman, c'est la vie. La vie légèrement vue par le prisme de l'écriture quand même. Alors, les rapports entre personnages sont aussi, je trouve, extrêmement singuliers. Donc là, même sur vos ouvrages précédents, hein, c'est souvent un couple. L'un des deux vit un peu dans sa bulle, on en a parlé. Et vous nous faites découvrir ce monde intérieur avec une infinie subtilité. Et alors, ce qui est ce que je trouve un peu étrange, c'est que l'autre accepte, pas forcément pleinement, mais enfin, accepte au moins partiellement d'être exclu de ce monde. Alors, dans la vie, habituellement, ça ne marche pas comme ça. Les gens font preuve de jalousie, de curiosité, d'indiscrétion parfois. Dans les romans, on a rarement ce genre de situation qui en même temps, je trouve, est une formidable preuve d'amour et de confiance. Oui, pour moi, c'est ça. C'est une preuve d'amour et de confiance. Mais je pense que dans la vie aussi, on peut avoir cette absence de curiosité qui peut passer pour de l'indifférence et qui n'en est pas. Qui est tout sauf de l'indifférence, qui est un amour infini. C'est-à-dire laisser à l'autre, justement, son jardin secret. Ne pas chercher à violer ce qu'il ne veut pas dire. Et je pense que c'est pas de l'indifférence. C'est simplement un respect infini et un amour vraiment très important de l'un vis-à-vis de l'autre. Alors, si l'autre ne se livre pas, peut-être qu'au bout d'un moment, on se sent exclu. Ouais. Mais d'un autre côté, on peut aussi se dire qu'à un moment ou à un autre, la personne se livrera. Ouais. Et puis l'amour, voilà, c'est aussi de laisser la liberté. Voilà. L'amour, ça se trouve dans la liberté, pas dans la contrainte. Exactement. Avec Germain Poliakoff, donc c'est la troisième de ses nouvelles, hein, cet homme dont la vie va basculer parce qu'il croise un jour dans la rue une jeune femme vêtue d'une robe jaune. Hein. Là, vous faites une petite incursion dans le monde scientifique, hein, qui a été le vôtre pendant longtemps. Vous lui avez attribué votre propre métier. C'est un monde que vous connaissez bien. Est-ce à dire que vous vous sentez proche de lui ?
Oui, je me sens assez proche de Germain Poliakoff. En fait, dans ses questionnements vis-à-vis de la science, dans sa façon d'être confronté. Là, on sort un peu du territoire purement romanesque, mais dans sa façon d'être confronté à la recherche de crédit, dans la façon dont les gens lui demandent toujours si le fait d'être devenu biochimiste, c'est une vocation, comme si finalement il était entré dans les ordres. Du coup, c'est vrai que ce sont des choses que moi j'ai vécues. Voilà, c'est un peu ça. Et d'ailleurs, vous le soulignez à un moment, vous dites, c'est un peu le même quand on dit il se consacre à la recherche, voilà. C'est un peu comme quelqu'un qui entre dans les ordres. Voilà, c'est tout à fait ça. Et moi, j'ai connu ça parce que comme j'avais non seulement cette profession de biochimiste, mais que je pratiquais le théâtre dans des compagnies professionnelles sur Paris, en fait, les gens, quelquefois, mes collègues me regardaient avec un drôle d'air parce que je ne me consacrais pas à 100% à la science. Mais je m'y consacrais autant que faire se peut durant le moment où je travaillais pour la science. Mais je pense qu'on peut avoir un jardin secret. Et pour Germain Poliakoff, c'est important aussi de temps en temps, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas flâné dans Paris, en fait s'accorder des moments. Et souvent, quand on est chercheur, on vous dénie cette possibilité de penser à autre chose qu'à ce pourquoi vous avez eu ce déclic, cette vocation. Ouais, vous êtes censé avoir prononcé les vœux. Voilà, exactement. Ce Germain Poliakoff, vous le décrivez comme, je cite, un homme qui retournait les idées dans sa tête comme on retourne ses poches. Est-ce que c'est votre méthode de travail quand vous écrivez ? Oui, complètement. Oui. En fait, j'écris d'abord dans ma tête avant de passer à l'ordinateur. C'est-à-dire que j'utilise l'imaginaire pendant très longtemps avant de me mettre à la rédaction proprement dite. Je construis dans ma tête, donc je retourne des idées. Effectivement, j'explore quelle stratégie, quel personnage. Ça naît peu à peu. Alors ça peut naître quand je fais des longueurs de piscine, quand je jardine, quand je fais le ménage. En fait, c'est une occupation complète de mon esprit pendant assez longtemps, le temps que ça mûrisse. Et quand c'est suffisamment mûr, alors je passe à la documentation d'abord ou en parallèle et puis à l'écriture. Alors, comme toujours, c'est superbement écrit. C'est un style qui est vraiment parfaitement maîtrisé. Ne rougissez pas. Merci. Mais alors, du coup, vos textes, ne rougissez pas parce que vous attendez la suite. Du coup, je trouve que vos textes en deviennent presque inquiétants parce qu'on a l'impression que la qualité de la forme vous permet de nous entraîner dans des régions de notre inconscient, de notre subconscient, je ne sais pas, où nous n'aurions peut-être pas du tout envie d'aller. Est-ce que vous ne seriez pas un peu manipulatrice, Louise Caron ? Oh, certainement, oui. Est-ce que toutes les femmes ne le sont pas ? Et des femmes metteuses en scène encore plus, peut-être. Voilà, avant de vous quitter, donc quand même un mot sur... Alors, donc déjà, je rappelle, le titre du livre, c'est Îlots d'errance. Hein, des îlots d'errance. Des îlots d'errance, pardon. Donc j'ai des problèmes avec les articles. Hein. C'est paru chez mon petit éditeur. Avant de vous quitter, quand même un mot sur votre actualité théâtrale, hein, puisque vous êtes aussi femme de théâtre, hein, et peut-être aussi sur vos ouvrages à venir. Est-ce que vous avez des choses actuellement qui tournent dans votre tête ? Eh bien oui, il y a un roman qui fait suite à Chronique des jours de cendre qui va être édité donc aux Forges de Vulcain qui sortira début 2017 qui s'appelle Rumeurs du Mississippi. 2017 ou 2016 ? 2017. 17, donc ouais, parce qu'en fait, comme tous les éditeurs, il a plusieurs livres de programmés, mais le manuscrit est entre les mains de l'éditeur et il a promis de l'éditer puisque ça fait suite à Chronique des jours de cendre.
Et puis, j'ai une pièce de théâtre sur l'Alzheimer, là, On reste dans la mémoire. Que je viens de terminer et qui va partir chez des éditeurs. Une autre qui sort en novembre, Les pavés de Saint-Agma, qui sort chez Lanzmann au mois de novembre. Et puis, sinon, des mises en scène. Il y a la pièce de mon compagnon, Michel Caron. Donc, vous tournez actuellement avec la compagnie T2A. Elle va commencer à Saint-Florent-sur-Ozonel le 24 octobre. C'est tout près. C'est tout près. Et ensuite, on pourra vous retrouver aussi à Brignon, je crois, à Brignon, à Anduze, le 7 novembre. Et puis, j'espère ailleurs. Je fais un appel aux salles qui veulent nous recevoir. Appel à tous les adjoints à la culture de la région d'Alès. Voilà. Et puis sinon, je suis reçue par la médiathèque de Saint-Christol-les-Alès le 24 novembre pour un thé littéraire où on va parler des stratégies, comment on passe de l'écriture romanesque à l'écriture théâtrale. Très intéressant. Ouais. Voilà. La voix au chapitre s'éteint pour aujourd'hui. Et encore merci à vous, Louise Caron, pour des îlots d'errance chez mon petit éditeur. Merci aussi à Cathy Rouverol pour la technique. Et merci surtout à vous tous qui écoutez cette émission. Nous nous retrouvons le mois prochain, deuxième lundi. Nous serons, si je ne m'abuse, le 9 novembre. Au revoir à tous.